Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Nous sommes ensemble, si vous le voulez bien, pour une nouvelle édition. Comment rendre attractive, plus qu'elle ne l'est déjà, la principauté ? Eh bien, l'attractivité est au centre du modèle économique et social de Monaco. L'objectif étant, entre autres, d'attirer de nouveaux résidents, mais également des entreprises et des investisseurs. Eh bien, pour développer cela, le Conseil stratégique pour l'attractivité a tenu sa réunion plénière annuelle. Nous serons avec Frédéric Ginta, le délégué interministériel en charge du numérique et de l'attractivité. En basket, J-1 avant le premier match des playoffs du championnat de France. Monaco, deuxième au classement, reçoit en quart de finale le 7e, Strasbourg. À quelques jours des festivités dans les rues de Monaco, je veux parler du Grand Prix de F1. Nous recevrons le commissaire général de l'Automobile Club, Christian Tornator. Et enfin, nous tenterons de vous mettre l'eau à la bouche avec le troisième et dernier volet d'une série de déjeuners consacrée au Prince Albert Ier et proposée par des élèves de seconde au lycée technique et hôtelier. Pour cette dernière édition, la mer est au cœur de l'assiette. Le ministre d'État Pierre Dartout a présenté ce lundi, à l'occasion du Conseil stratégique pour l'attractivité, les grands axes de la politique du gouvernement princier en faveur du développement économique et social. Vanessa Dessy vous en dit plus sur des images de Thomas Deus. La principauté présente de nombreux atouts en termes d'attractivité, grâce notamment à sa stabilité institutionnelle, son haut degré de sécurité, mais aussi sa bonne santé publique. Créé en 2011 par le gouvernement princier, le Conseil stratégique pour l'attractivité a pour mission de proposer des outils d'analyse et de prospective afin de contribuer aux réflexions concernant le développement économique de la principauté. L'attractivité, c'est attirer des résidents, des nouveaux résidents qui nous font profiter de leur capacité d'innover, de financer, d'apporter de nouvelles idées. C'est attirer aussi des touristes dans une destination qui est d'exception. C'est attirer aussi les salariés, leur permettre de travailler à Monaco dans d'excellentes conditions, de faire en sorte qu'il n'y ait le moins de problèmes possible pour venir travailler ici, sachant qu'il y a des conditions qui sont favorables aussi. Et puis, c'est savoir attirer des entreprises, des investisseurs. Lors de ce nouveau conseil stratégique pour l'attractivité, une nouvelle organisation interministérielle a été évoquée. Ça concerne l'ensemble des départements ministériels de la principauté. Donc, c'est un sujet interministériel. Et le souverain, dans ces conditions, a souhaité qu'il y ait un délégué interministériel à l'attractivité. Et ce sera Frédéric Ginta qui continuera parallèlement à exercer ses fonctions de délégué interministériel à la transition numérique. Frédéric Ginta souhaite que l'action de l'État soit au service des résidents et des acteurs économiques pour le développement constant du modèle monégasque. Et pour parler plus en détail de l'attractivité, le principal concerné, il était déjà délégué interministériel en charge du numérique. Et vous l'avez entendu, Frédéric Ginta assume également depuis près d'un mois maintenant l'attractivité de Monaco. Voici notre premier invité. Frédéric Ginta, bonsoir. Bonsoir. On l'a vu dans le reportage à l'instant. Ce lundi, le Conseil stratégique pour l'attractivité a tenu sa réunion plénière annuelle dont vous êtes le secrétaire général. Qu'est-ce qui est ressorti de cette réunion ? Plusieurs choses. Tout d'abord, le ministre de l'État a souhaité instaurer une nouvelle gouvernance. L'ensemble des conseillers ministres sont membres du CSA maintenant. Il y a effectivement un nouveau secrétaire général. On a pu également aussi rendre hommage au travail qui avait été fait par les membres du CSA et par mon prédécesseur, M. Emmanuel Falco, qui ont fait un travail immense avec énormément d'idées. Et ensuite, on a pu à la fois présenter notre approche d'attractivité, qui est une attractivité dans un monde qui a profondément changé, et échanger sur ce que devait être aujourd'hui le rôle du CSA. Prioriser des sujets immédiats et des visions moyen terme, et commencer le travail dans les prochaines semaines. Alors le ministre a expliqué que l'attractivité est la base du modèle économique monégasque. Vous êtes d'accord avec lui ? Alors, je suis évidemment entièrement d'accord avec lui parce qu'aujourd'hui, Monaco, la prospérité de Monaco est très liée au fait justement de pouvoir attirer des résidents, des entreprises, des investisseurs, des touristes et des salariés qui viennent tous les jours en principauté. Donc notre attractivité dépend du succès. Parce qu'aujourd'hui, Monaco a besoin d'être attractif dans le monde d'aujourd'hui. On l'a toujours été par le passé, mais aujourd'hui, quelque part, on a une concurrence de ces nouveaux pays et on doit tous s'aligner, tous travailler ensemble avec le gouvernement, les départements, avec les entités comme le MEP, comme la SBM, comme les Monaco Tech et Boost, dans un but d'une stratégie d'attractivité forte et avec des résultats. Et donc, c'est ça, sauter le prince souverain. C'est ce que nous allons mettre en place avec, évidemment, notre partenaire
de réflexion, de co-construction de stratégie qu'est le CSA. Pour que tout le monde comprenne bien, pour vulgariser, qu'est-ce que l'attractivité pour les nuls, en quelque sorte ? Alors l'attractivité pour les nuls, c'est plusieurs choses à Monaco. Ouais. C'est déjà, évidemment, attractivité attirée. Ça veut dire, pour les résidents, les investisseurs, les entreprises, les salariés et les touristes, ça veut dire savoir qui on veut. Déjà, c'est savoir qui on souhaite à Monaco. C'est aller leur parler, dans les endroits où ils sont, dans leur pays d'origine, physiquement, numériquement. Une fois qu'on est allé leur parler, c'est les convaincre de venir et les accueillir. Donc c'est toute la démarche, quelque part, de l'accueil à Monaco. Et enfin, c'est l'intégration. Une fois que ces gens, ces salariés, ces résidents, ces entreprises sont à Monaco, c'est comment on crée l'écosystème pour qu'ils se développent. Et une fois qu'ils se développent, c'est comment on fait de ces gens-là des ambassadeurs de la principauté. Comment ces gens-là, en fait, vont trouver de nouveaux résidents. Alors, vous étiez en charge du numérique, vous l'êtes toujours, et maintenant, vous êtes en charge aussi de l'attractivité. Il y a un lien entre les deux et trois, j'imagine ? Bien sûr. Le numérique est un outil qui est fondamental pour l'attractivité. Mais le numérique n'est qu'une partie de l'attractivité. Il y a évidemment des synergies, mais là, on parle d'un sujet beaucoup plus global pour vraiment attirer, faire venir, intégrer les gens dont on a besoin, dont la principauté a besoin, pour continuer de prospérer, de grandir, de se développer. Je le redis, dans un monde qui a vraiment beaucoup changé et donc où on doit moderniser. Donc l'objectif, c'est de rendre la principauté attractive. Comment est-ce que l'on rend la principauté plus attractive qu'elle ne l'est ? Parce qu'elle est déjà beaucoup attractive. Alors, elle est excessivement attractive. Par le passé, elle a montré des capacités d'attractivité très forte. Monaco est un succès, Monaco n'a pas de dette. Notre stabilité à la fois constitutionnelle mais aussi budgétaire en font un pays excessivement attractif. La chose c'est que quelque part durant ces crises, durant ces évolutions, il y avait un besoin peut-être de diversifier son économie, peut-être d'attirer d'autres résidents, de diversifier sa base de résidents, peut-être d'attirer aussi des résidents, peut-être aussi d'autres types de métiers, d'autres géographies. Et donc c'est là-dessus qu'il faut se pencher, et c'est quelque chose qui mobilisera l'attention de tous, et c'est la volonté du souverain qui en a fait une priorité et que nous allons exécuter. Et pour remplir cette mission, j'imagine que vous avez une feuille de route, un échéancier également ? Déjà travailler sur des propositions de stratégie, après tout sera remis au prince souverain qui veillera et donnera ses orientations évidemment, coordonner l'ensemble et fédérer l'ensemble des organisations qui sont liées à l'attractivité, faire aboutir des projets interministériels pour faciliter l'accueil en principauté, développer plus facilement notamment les nouvelles structures d'entreprise, on pense à la société d'action simplifiée, et qu'on puisse avoir une vraie cohérence et les moyens appropriés pour réussir cette mission qui est essentielle pour le pays. Frédéric Ginta, merci. Merci beaucoup. Après ce dossier économique, on ouvre une page sport. Les choses sérieuses commencent en championnat de France pour la Roca Team. Après avoir terminé la saison régulière à la 2e position, voici maintenant les play-offs face à Strasbourg. Tout ce qu'il faut savoir avant la première rencontre vous est expliqué par Yannick Debevert et Thomas Deus. Deuxième série de play-offs de la saison pour la Roca Team après celle en Euroleague face à l'Olympiakos. Cette fois, place à la Betclic Elite et la SIG Strasbourg. Une équipe qui avait donné énormément de fil à retordre à la Roca Team dans la saison avec 2 victoires pour les Alsaciens contre une seule au buzzer pour Monaco. I think this could be also the advantage, because after this, like you come out, like as an underdog, which is always danger. Everybody expect, here to see us in the best possible level, so we should bring them this. Particularité de ces quarts de finale, ils se jouent en 2 matchs gagnants. Un format qui ne donne qu'une très petite marge d'erreur et qui donne surtout une énorme importance à ce premier match. The most important is, who put his rhythm first. Donc on sait que c'est une équipe qui va se battre pendant 40 minutes. Après, ce sera à nous d'avoir le niveau d'agressivité qu'il faut et jouer comme on a pu le faire pendant les playoffs d'Euroleague. Aucune blessure à déplorer côté Roca Team, le groupe est plutôt en bonne forme. Alpha Diallo est de retour dans l'équipe après son problème musculaire contracté au match 1 face à l'Olympiakos. Lui qui avait raté les matchs les plus prestigieux de la Roca Team a désormais une fin de loup. It sucked that the injury happened when it happened, but
I'm excited to get back playing, and every game is important. Game 1, Game 2, if it goes to Game 3. So we're definitely going to try to close it out in 2, but we never know what's going to happen. So we're just going to give it our all and then live with the results. La dynamique joue tout de même en faveur de Monaco puisque Strasbourg a perdu 4 de ses 5 derniers matchs de championnat, pendant que la Roca Team a gagné 3 des 4 dernières rencontres. Coup d'envoi de ce premier duel de play-off mercredi à 20h à Gaston-Médecin. Du basket, passons au sport automobile. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il va se passer quelque chose ce week-end et que la Principauté sera même le centre du monde dimanche avec la 79e édition du Grand Prix de Monaco. Avec nous ce soir, le commissaire général de l'ACM, Christian Tornator. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Nous sommes à 2 jours des festivités et à 5 jours du Grand Prix. Comment allez-vous et comment vont les équipes de l'Automobile Club ? Les équipes de l'Automobile Club sont un peu surchargées en ce moment parce qu'on est en train d'accueillir tous les véhicules qui arrivent directement de Barcelone. Habituellement, on les faisait patienter quelque temps au niveau du parc d'activités logistiques de Nice. Et là, on les envoie directement jusqu'au terrain de la Brasca à Es-Village où on les régule. On essaye de les réguler, mais il y a 412 camions qui doivent rentrer en Principauté pour pouvoir monter la totalité des structures. Donc on est un petit peu surchargé à tous les niveaux. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Il n'y a pas de bulle coincée quelque part. Ça fonctionne, tout s'installe et tout est calme sur le front, on va dire. Et oui, et il faut expliquer que c'est une logistique particulière cette année parce que de Barcelone à Monaco, il y a une semaine d'écart et non 2 traditionnellement. Comme traditionnellement, c'est plus compliqué. C'est cela. Oui, c'est cela. Habituellement, on avait, on va dire, une semaine de battement et les équipes arrivaient le vendredi soir en Principauté, donc avaient largement le temps de s'installer, notamment le week-end. Alors que là, on n'a eu que des petites équipes qui se sont installées. Alors, quand je dis petites, c'est simplement parce qu'ils avaient des kits spéciaux Monaco, puisque les stands ne sont pas de la même dimension qu'ailleurs, qui sont venus s'installer entre samedi et dimanche, mais c'était uniquement pour installer le rez-de-chaussée des stands en prévision de l'arrivée des voitures de course qui doivent arriver aujourd'hui, normalement cet après-midi même. Mais le paddock lui-même n'a commencé à s'installer que hier, et on est un petit peu limite. Il faut savoir que pour installer la totalité du paddock, il y a 10 motorhomes. Ça représente 175 semi-remorques. Donc il faut les faire rentrer, il faut surtout les faire ressortir. Après 2020 sans Grand Prix, 2021 avec une jauge, 2022 signe le retour de l'intégralité des spectateurs dans les tribunes. Et c'est une nouvelle fois plein, il me semble. Le Grand Prix de Monaco attire toujours autant ? Oui, absolument. Oui, on est même un petit peu surpris, mais on a relativement vite vendu les billets qui étaient mis à disposition. Déjà, on les avait mis en vente au mois de novembre, donc ça a permis d'éclaircir un petit peu la billetterie. Et là, on est complet pour dimanche certainement. Pour samedi, on n'est pas loin d'être complet aussi. Donc c'est une bonne opération, mais je crois qu'on est aussi complet, si l'on peut dire, sur les terrasses, dans le port, sur les balcons et dans les restaurants. Donc c'est une superbe opération, comme on avait la coutume de le faire dans les autres épisodes, les autres années. La formule change cette année, il n'y a plus d'essais libres le jeudi pour la F1. Donnez-nous en quelques mots le programme 2022. Alors le jeudi, on n'a que l'après-midi d'occuper avec les différentes séries qui sont FRECA, alors c'est Formula Regional European by Alpine. Ça s'appelle FRECA, c'est bizarre mais c'est comme ça. Après on a la Porsche Super Cup bien entendu et la Formule 2. Et à partir de vendredi on retrouvera la Formule 1 avec les 2 séances d'essai l'après-midi. Ensuite samedi on aura une première course le matin avec la Formule 2 et puis ensuite les derniers essais libres en début d'après-midi. Les essais qualificatifs bien entendu. Je crois que c'est à 17h si je ne me trompe pas. Et puis le dimanche, forcément, 3 courses cette fois-ci. Puisqu'on a une course de Renault, une course de Formule 2 et une course de Porsche avant le Grand Prix de Formule 1. Ce qui est exceptionnel, on n'a jamais fait ça dans les autres années. Ça vient un petit peu de la contraction, on va dire, des épreuves sur 3 jours et demi. Sans demi-journée intercalée comme on avait l'habitude de le faire avec le vendredi. Voilà un programme bien chargé, le Grand Prix de Monaco 2022, c'est ce week-end dans les rues de la Principauté et sur Monaco Info. Merci Christian Tornator. Merci, bonsoir Fabien. Oui, bonne soirée. Nous vous retrouvons Christine Datomel pour un point sur l'information et vous débutez par la nomination d'un directeur général à l'AS Monaco.
Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, le conseil d'administration de l'AS Monaco a acté l'arrivée de Jean-Emmanuel De Witt au poste de directeur général, faisant suite à sa nomination par le président Dimitri Ribololev. Jean-Emmanuel De Witt est un dirigeant multiculturel avec une grande expérience à l'international, en particulier en Asie et en Europe. Durant plus de 20 ans, Jean-Emmanuel De Witt a travaillé pour des entreprises de premier plan, tels que Lagardère, Hearst ou encore Sanoma et JC Deco. Jean-Emmanuel De Witt sera donc responsable de la gestion opérationnelle et se concentrera sur l'augmentation des revenus du club. Tous les services seront sous sa responsabilité, à l'exception de la direction sportive qui sera, quant à elle, toujours occupée par Paul Mitchell. Un mot sur la situation sanitaire, Christinda, un bilan qui est communiqué par le gouvernement dorénavant une fois par semaine. Oui, le gouvernement princier vient de communiquer les chiffres relatifs au dépistage. Des chiffres qui sont arrêtés au dimanche 22 mai inclus. 1569 tests PCR antigéniques ont été réalisés sur des patients résidents et non résidents depuis le 16 mai dernier, révélant un taux de positivité de 10,6%, soit un taux d'incidence de 271. Un seul piano pour 2 pianistes à la salle Prince-Pierre du Grimaldi Forum. C'est autour de ce fil rouge que se déploie l'imaginaire des virtuoses, un récital explosif unique en son genre, mêlant les univers de la musique classique, de la magie et de la comédie à la Chaplin. Un spectacle sans parole, à 4 mains, qui s'amuse avec Vivaldi, Mozart et bien d'autres. Dans ce récital, les musiciens, comédiens et magiciens relèvent le pari fou de concilier la fantaisie et le sérieux pour réconcilier la grande musique avec tous les publics. Un événement qui se tiendra le 3 juin prochain à 20h30 au Grimaldi Forum. Gastronomie, il s'agit du 3e et dernier volet de cette série de déjeuners consacrée au Prince Albert Ier, un projet proposant aux élèves de seconde en bac professionnel de découvrir des recettes et pratiques d'un autre siècle. Pour cette dernière édition, la mer était au cœur de l'assiette. Alexandra Pani et Thomas Deus se sont glissés en coulisses avant le coup d'envoi de ce déjeuner. Le prince explorateur, scientifique mais aussi navigateur, Albert Ier nourrissait une passion profonde pour les mers et océans. C'est en hommage à ses voyages qu'a été pensé ce 3e déjeuner consacré au créateur du musée océanographique et qui avait pour thème maritime de l'entrée au dessert. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est eux qui ont fait toutes les recherches. Ça leur a permis dans un premier temps de mieux connaître l'histoire de Monaco à travers le prince Albert Ier. Ça, c'est une chose intéressante. Et surtout, la gastronomie d'une autre manière qu'on l'apprend à l'école, parce que ce sont effectivement des commandes un peu particulières. Et aujourd'hui, on a voulu vraiment faire un menu autour de la mer et avec que des produits de la mer, même jusque dans le dessert. En entrée, donc, une langoustine à la nage et son tartare de wakame aux épices, crémeux noisettes, suivi d'une morue à la monégasque et pour finir en douceur avec une meringue nori, sorbet pomme, salicorne et persil agrémenté d'un coulis de citron et laitue de mer. Des ingrédients que les jeunes élèves n'ont pas toujours l'habitude de travailler ici. Beaucoup de choses, les techniques, aussi travailler en brigade, ça c'est très important. Là nous avons la morue qui est juste en dessous. Nous avons un peu de tomates, de rondelles de pommes de terre, un peu d'herbe. Il y a la technique, il y a les pratiques et avec le professeur M. Brunner qui nous explique bien les choses. Voilà. Une quarantaine de clients étaient attendus pour ce dernier déjeuner hommage dans la salle du Cordon d'Or qui nous faisait voyager pour l'occasion entre les Antilles et les Açores, périple cher au prince Albert Ier. Je vous rappelle que le restaurant d'application, le Cordon d'Or, est ouvert au public pour le déjeuner, mais aussi 2 soirs par semaine pour le dîner, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Quel temps vous nous proposez pour mercredi, Christinda ? Demain, des orages et des averses sont au menu de cette journée en demi-teinte. Une matinée très couverte et une après-midi à tendance orageuse. Du côté du thermomètre, comptez 22 degrés au meilleur moment de la journée, 18 degrés pour les minimales. L'eau de mer sera à 21 degrés. Le soleil se lèvera à 5h54 et se couchera à 20h59. Demain, nous fêterons les Sophies. Sainte Sophie qui était une martyre à Rome au IIe siècle après Jésus-Christ.
les photos de fin pour clore ce journal. Il faut remonter à 2019 pour vivre une édition du Grand Prix entre guillemets normale, sans jauge, avec des tribunes pleines. Les commerçants, vous allez le voir sur ces photos de Michael Alesi et Stéphane Nana, se préparent à accueillir le flot de fans de F1 un peu partout dans Monaco. Ce journal est terminé, on se retrouve demain dès 19h. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. À très bientôt, au revoir. Go.